Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 2 avril. Réactions et inquiétudes dans le milieu communautaire suite à l'annonce du budget du Québec. Activités organisées pour célébrer la Journée nationale des cuisines collectives. La Maison de la famille MRC Bonaventure invite les nouveaux papas à une activité d'échange autour de la naissance. Monsieur Éric Dubé, préfet de la MRC Bonaventure, rassure la population au sujet d'une certaine inquiétude sur le chemin de fer. La période du membership de votre télévision communautaire Télévague. Et votre chronique Rendez-vous. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, suite à l'annonce du budget du Québec déposé le 21 mars dernier, plusieurs réactions et inquiétudes dans le milieu communautaire ont fait surface. Un organisme qui lutte depuis plusieurs années contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté, s'est même mobilisé pour exiger un changement de cap du gouvernement. Madame Jacinthe Leblanc, qui est porte-parole de ce collectif, nous en parle. C'est quoi le collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté? En fait, c'est un collectif régional, membre du grand collectif pour un Québec sans pauvreté. Et ce grand collectif-là, c'est lui qui avait apporté, avant ça s'appelait pas le collectif pour, mais ça s'appelait le collectif pour une loi. C'est lui qui avait fait les grandes consultations partout à travers le Québec il y a 20 ans, qui ont amené un projet de loi. Ensuite, une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale au Québec. Puis vous êtes là pas mal depuis le début là. Moi, je suis arrivée, ça fait 21 ans. Donc, oui, parce que mon organisme, Droit devant, la personne qui était là avant moi, était le relayeur régional pour faire les consultations. Donc, il était déjà en lien avec le collectif. Ensuite, ça a tombé dans ma cour. Et j'ai suivi. Au début, j'étais seule. J'étais pas un collectif. Ensuite, il y a un organisme qui s'est joint à moi. Et un peu plus tard, en 2008, il y a plus d'organismes qui se sont joints, entre autres les groupes de femmes. Ce qui fait que là, on est plusieurs. Il y en rentre, il y en sort. Ça dépend des délégués. C'est ça. Puis depuis le début, trouvez-vous que ça a évolué un peu? Le collectif? Non, la lutte contre la pauvreté. Pas vraiment. Ça fait 3 plans d'action qui sont sortis par rapport à la loi, parce que ça prend un plan d'action. La pauvreté n'a pas reculé. N'a pas reculé du tout. Là, le 4e plan d'action, il devait être en 2023. Ils l'ont d'ailleurs retardé d'1 an. Donc, ça va être juste en 2024 qu'on va savoir. En fait, les orientations qu'il y a là-dedans, c'est pas nécessairement ce que le collectif recommande. Là. Pas dire qu'il n'y a rien, là, mais c'est pas la façon dont on souhaite que soit menée la lutte à la pauvreté. Ça a été beaucoup orienté vers les municipalités, avec l'approche territoriale intégrée. Ensuite, au dernier plan d'action, ça s'appelait le développement social. On dit pas que c'est pas bon, là, sauf que ça a été difficile pour les municipalités qui étaient habituées à gérer des aqueducs puis de la voirie, de se tourner vers le social. En fait, c'était comme dire aux gens, occupez-vous-en dans votre cour, chacun pour vous autres, là, de la pauvreté, alors que c'est un problème de société. C'est pas un problème local. C'est ça, si le monde n'a pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Le dernier budget du Québec, il vous a déçu quand même un peu ou c'est en plein ça que vous vous attendez de toute façon? On s'attendait vraiment pas à ça, là. Écoutez, juste les baisses d'impôts, on comprend vraiment pas. C'est vraiment indécent. Le Québec va se priver d'1,7 milliard par année pendant 6 ans. C'est un budget décourageant, franchement, qui montre un mépris pour les personnes les plus démunies de notre société. Juste pour le logement social, écoutez, il y avait promis en campagne 1700 logements, là, qui était déjà pas terrible, là, sur 4 ans. Ils ont baissé ça à 1500 sur 6 ans. Pour tout le Québec, là. Alors qu'on est en pleine crise de logement, les municipalités crient, les entreprises crient, le monde crie pour avoir des places à louer, il n'y en a pas. Je me dis, ce qu'ils sont, ils dormaient-tu, ils dorment-tu ou quoi? C'est franchement décourageant. Les organismes communautaires, nous, on attend, on ne sait même pas si on va avoir du budget l'année prochaine. C'était pas dans le budget, c'était pas là. Puis les autres organismes communautaires comme le Rock Gym, c'est famélique, là, ce qu'ils ont annoncé. Là,
répondra pas. Et puis, en plus, ces baisses d'impôts-là, ben, ils m'ont profité sur les mieux nantis. Vous savez, en Gaspésie, le salaire moyen, il n'est pas très élevé, il n'est pas comparable à des grandes villes. C'est peut-être environ 26 000 27 000 le salaire moyen, je parle. Ben, 27 000 tu vas avoir 128 de réduction d'impôts. On ne peut pas appeler ça une lutte à la pauvreté, là. Alors que tout augmente et c'est vraiment décourageant. Et c'est quoi vous aurez aimé voir au moins au minimum dans le budget? Bon, on aurait aimé voir qu'au moins ils montraient les prestations d'aide sociale de base là, pour toutes les catégories, en fait, parce qu'il y a différentes catégories à l'aide sociale. Je veux dire, parce qu'ils divisent le monde en bons pauvres puis en mauvais pauvres. Bon, les mauvais pauvres, prétendument, là, ben, eux autres, c'est du creve-faim, là. C'est du creve-faim. S'ils veulent du monde dans la rue, là, je pense qu'ils se sont magasinés une bonne crise sociale. Fait que, s'il n'y a pas de mesures structurantes à long terme, c'est pas en envoyant des petits chèques une fois de temps en temps là, que le monde va s'en sortir. Pourtant, on est un pays riche, là. On ne peut pas dire que Québec... S'ils se privent d'argent, c'est parce qu'ils n'en ont pas besoin. Parce qu'ils en avaient trop. Donc, c'est avec ça que c'est comme une famille. Si tu te prives d'un emploi ou d'un revenu, ben, tu es obligé de couper. Fait qu'on s'attend pas à qu'ils fassent des miracles avec ce budget-là. Qu'est-ce qui s'en vient prochainement? C'est quoi les prochaines choses qui s'en viennent au niveau du collectif? Ben nous, au niveau du collectif, c'est sûr que là, on a réagi au budget. On a rencontré le bureau de la députée de la CAQ de Bonaventure hier. On amène nos revendications pour ce qui est du prochain plan de lutte, là. On espère que là-dedans, il va y avoir au moins quelques mesures structurantes, entre autres élever le salaire minimum. Là, c'est plus 15 25 là, c'est rendu, ça prend 18. Parce que le coût de la vie augmente. Et puis aussi que minimalement, s'ils n'augmentent pas les prestations de protection publique, mais qui se basent sur la mesure du panier de consommation, qui a été révisée en 2018, là, elle est rendue à... Disons qu'en 2022, c'est environ 23 000 pour une personne seule. Une assistée sociale, ça gagne à peu près 8 000 par année. Parce qu'ils sont basés sur la mesure du panier de consommation de 2008. En 2023, il me semble que le coût de la vie a changé depuis ce temps-là. Il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas d'indexation, il n'y a pas de rehaussement significatif, ce qui fait que le monde s'enfonce. Et là, avec le coût de la vie là, qui vient de se rajouter par-dessus, il y a de la détresse. Tous les organismes nous le disent. Il y a du monde vraiment en détresse qui se demande où ils vont se ramasser, là. Tous les collectifs régionaux et les groupes membres nationaux, parce qu'il y a beaucoup de groupes membres nationaux qui sont membres du collectif, on veut se rassembler à la colonie parlementaire le 23 mai prochain pour, encore une fois, amener nos revendications pour un plan de lutte vraiment ambitieux qui fait vraiment une différence dans la lutte à la pauvreté. Même son de cloche du côté du ROCGYM CDC, qui a accueilli avec consternation le budget du Québec. Madame Geneviève Giguère, la coordonnatrice générale du ROCGYM CDC, nous explique. Le ROCGYM, c'est le regroupement des organismes communautaires de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Et c'est aussi maintenant, on voit un CDC apparaître, là. C'est Corporation de développement communautaire. Donc, c'est comme si on avait comme deux parties à notre mission. On dit qu'on est bicéphale. D'un côté de notre cerveau, on s'occupe de tous les groupes en santé et services sociaux. On est l'interlocuteur du CIS de la Gaspésie pour les questions de financement des groupes communautaires, puis aussi des conditions d'exercice de leur mission. Puis de l'autre côté, c'est tout le volet développement social, lutte à la pauvreté, qui est reconnu par le volet CDC, puis qui nous a amené un financement supplémentaire et qui va nous permettre d'engager 2 nouvelles personnes là, que vous allez voir apparaître là, prochainement. Puis ça, c'est tout nouveau, là. C'est tout nouveau. Ben, en fait, c'est une démarche qu'on fait depuis un bout de temps quand même. Les groupes communautaires, on a consulté notre gang, nos membres, pour savoir si renforcer, si aller chercher une reconnaissance comme corporation de développement communautaire répondait à un besoin. Et puis comme on n'en avait pas dans notre région, puis qu'il y en a dans les autres régions du Québec, il y avait comme un trou qu'on remplissait, mais pour lequel on n'était pas financé. Ce trou-là, on va être capable de contribuer de façon beaucoup plus
soutenus, mettons, avec nos partenaires de la Gaspésie et des îles sur les questions de lutte à la pauvreté, puis on est très content de ça. Puis, ben, dans la démarche qu'on a faite, on a obtenu cette reconnaissance-là en juin 2021, puis on a obtenu des sous l'année passée, puis là, on vient d'engager du monde. Donc, c'est un processus qui est en cours, puis là, ben, on est presque en machine. Tout le monde est quasiment rendu dans l'auto. Suite au budget du Québec qui a été déposé le 21 mars, présenté par le ministre des Finances, M. Éric Girard, étiez-vous surpris du budget qui a été présenté? Surpris. Un petit peu, surpris, non, pas tout à fait. On s'attendait pas à des grandes choses pour le financement des groupes communautaires. On s'attendait à avoir au moins ce qui avait été annoncé l'année dernière, parce que le gouvernement, il a comme l'habitude de ce temps-là là, de déposer des budgets sur 5 ans, puis d'additionner ce qu'il dit qu'il va donner pendant 5 ans, puis de dire que c'est ça qu'il nous donne. Mais souvent, le montant, c'est divisé par 5. Donc, l'année passée, le gouvernement nous disait qu'il avait investi 1,1 milliard, mais il fallait diviser le 1,1 milliard par 5, parce que c'était ça le montant annuel. Fait qu'on s'attendait à ce qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il ferait l'année passée. Il a annoncé un investissement de 36 millions dans le financement des groupes d'action communautaire autonomes. On va voir qu'est-ce que ça va donner rendu ici. L'année passée, on a obtenu un petit peu plus d'1 million à se partager entre 90 groupes communautaires. Ben, on espère que ça va être minimalement ça. Là, on va voir ça à l'étude des crédits. Mais ce qui nous a débobiné le plus, c'est les fameux crédits d'impôt. Les crédits d'impôt pour des personnes qui font des 40 000, qui font plus que 20 000 par année, dans un contexte où on voit l'écart entre les riches et les pauvres s'agrandir, où on voit l'inflation qui est hyper galopante. On n'arrête pas de dire que c'est galopant. Donc, toutes les personnes qui sont en situation de vulnérabilité économique, ça les met encore plus en difficulté. Puis ça, ben, ça veut dire que les groupes communautaires en sécurité alimentaire, par exemple, sont encore plus en difficulté. Donc, c'est un petit peu débobinant de voir un gouvernement qui prend pas soin de la dignité des personnes dans son budget. C'est pas en donnant des 200 dollars à des familles, même des 800 dollars à des familles qui font 80 000 dollars par année, qui va avoir une réelle différence dans leur qualité de vie à ces gens-là, alors que des personnes qui font des moins de 20 000 dollars par année pouvoir obtenir plus d'aide financière aiderait. Il y a une autre affaire aussi que je veux nommer, que j'ai pas pensé tantôt, l'accès logis. Toute la question des logements, le gouvernement caquiste a aboli le programme Accès Logis, puis ça, ben, c'est la cata. C'est une catastrophe parce que c'est le seul programme qui était le plus adapté pour faire des logements sociaux, des logements communautaires. Puis ça, ben, ça permet aux personnes d'avoir des prix de loyer qui sont proportionnels à leurs revenus. Et en abolissant ça, puis en disant qu'ils mettent ça dans le programme d'habitation abordable Québec, ils mettent tout dans les mains de l'entreprise privée. On ne sait pas ce qu'ils veulent dire par abordable, parce qu'abordable, ça ira certainement pas chercher le montant que les logements communautaires et sociaux et les logements primodiques pouvaient offrir aux personnes. Donc là, ben, on voit en fait que le gouvernement caquiste s'intéresse davantage à la classe moyenne aisée qu'à la classe démunie. Mais il faut se rendre compte que assez rapidement, si on continue de négliger des personnes en situation de vulnérabilité, qu'elles soient économiques ou autres, ben ça va rejaillir, ça va finir par coûter cher à tout le monde aussi. Donc, ce budget-là nous incommode, nous inquiète aussi pour la suite des choses. Parce que les besoins au niveau communautaire sont tout le temps grandissants aussi, là. Ben, avec une inflation qui augmente, avec une sortie de pandémie, avec des effets sur la santé mentale, avec avec l'argent, ben, en fait, notre argent vaut de moins en moins cher, là, c'est ce que je voulais dire. C'est sûr que ça crée de la pression sur les groupes communautaires. On a aussi, par exemple, le vieillissement de la population aussi, qui crée beaucoup de pression sur le financement, sur la prestation de services des groupes communautaires, le maintien à domicile, par exemple,
Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments où il me semble qu'on mériterait d'être tous les groupes communautaires mériteraient d'être consolidés, là. Nos maisons de jeunes, prendre soin de nos ados, prendre soin de nos personnes handicapées, prendre soin des gens, prendre soin des gens, faut se donner des moyens pour, et pas juste une certaine... Non. Si vous auriez un message à donner au gouvernement, ce serait quoi? Ben, de prendre le temps d'essayer de comprendre c'est quoi de vivre en situation de vulnérabilité, puis de prendre le temps de venir voir les impacts que ça a sur le terrain. J'ai l'impression que je suis pas certaine que nos élus et notre gouvernement de façon générale ont conscience des difficultés que vivent certaines personnes, des enjeux de dignité que les gens vivent. Puis, c'est sûr que nous, on vise plus de justice sociale et quand on travaille pas à améliorer la dignité des personnes, ben, on trouve qu'on travaille pas à plus de justice sociale. Alors, ben, le message que j'ai, ça serait beaucoup, ben, de venir prendre conscience, de venir sentir un peu ce qui se passe avec ces personnes-là, de venir les entendre, de les considérer et, ben, de travailler à améliorer le sort de tout le monde. Le collectif alimentaire et familitaire ont organisé une belle activité pour célébrer la Journée nationale des cuisines collectives. Animation, jeux et soupe communautaire étaient au rendez-vous. Nous y avons rencontré Mélissa Mercier et Véronique Simon pour l'occasion. Oui, aujourd'hui, en fait, on célébrait la Journée nationale des cuisines collectives. Et donc, on invitait les membres des cuisines collectives à venir se joindre à nous sous le thème de Rassembleuse pour avoir une petite activité qui parlait sur le droit à l'alimentation avec les 4 composantes du droit à l'alimentation. Puis, il y avait un petit jeu après ça de serpent-échelle avec des cartes de conditions favorables au droit à l'alimentation. Puis, des cartes serpent qui correspondaient à des obstacles au droit à l'alimentation. Puis on clôt tout ça avec une soupe communautaire qu'on a fait. C'est une activité qui a été faite conjointement avec Familita. Oui. C'est pas la première. Non, c'est la première qu'on a fait ensemble. On a planifié une autre, mais c'est pas passé. C'était durant la pandémie. Voilà, en fait, parce qu'on avait planifié une activité juste avant la pandémie, puis la pandémie est arrivée, on a dû laisser tomber tout ça, puis on était dans l'attente de pouvoir faire un partenariat à nouveau comme ça. Puis cette année, bien, ça le donnait bien avec le thème Rassembleuse pour qu'on puisse se joindre, les deux organismes ensemble. Est-ce que vous voyez vraiment une augmentation du besoin, autant du côté du collectif alimentaire que de Familita? Oh ben oui. Les coûts des denrées, tout ça, des personnes qui veulent manger plus saines, ils s'en viennent. Ils s'en viennent chez nous. On cuisine avec 33 groupes présentement à Family Ties. Alors, ils veulent cuisiner ensemble et avoir des portions pour apporter à la maison. Mm-hmm. Il faut dire que les cuisines collectives, c'est pour tout le monde. Hein? N'importe qui peut participer à ça. Par contre, souvent, il y a des gens qui vont pouvoir se joindre parce qu'il y a un côté économique aux cuisines collectives. On fournit souvent un fonds de cuisine, de la base comme la farine, des épices, toutes sortes de petits produits comme ça qui déjà n'ont pas besoin d'acheter. Puis ensuite, en achetant en groupe aussi, ça revient moins cher. Donc, ce côté économique-là peut être intéressant pour des personnes qui ont une situation financière un peu plus défavorable, disons. Par contre, les cuisines collectives, c'est pas que ça non plus. Il y a aussi par rapport à briser l'isolement, socialiser, tout ce qui est d'autonomie alimentaire. On parle de droit à l'alimentation également. C'est aussi une bonne occasion de transmettre le savoir culinaire. Il y a vraiment beaucoup de conditions favorables avec les cuisines collectives par rapport au droit à l'alimentation. Autant du côté du collectif alimentaire que familitaire, avez-vous des besoins en bénévole? Y a-t-il beaucoup de besoins de ce sens? Mais toujours. Toujours on a besoin de personnes pour aider à faire des événements comme aujourd'hui. Mais tu peux appeler à Family Ties pour savoir, pour écrire ton nom, pour être bénévole. C'est assez simple que ça. Puis la meilleure façon de rentrer en communication avec vous, c'est quoi? N'importe quoi, Facebook, email, téléphoner le numéro de Family Ties.
De notre côté, même chose. Nos portes sont toujours ouvertes pour des nouvelles personnes qui voudraient s'impliquer dans notre organisme. On a plusieurs sphères aussi à l'organisme. Il n'y a pas que les cuisines collectives, mais on fait aussi de la récupération alimentaire, on fait aussi des dépannages alimentaires, on fait des jardins communautaires. Donc, toutes les personnes qui peuvent être intéressées par ces différentes sphères-là sont les bienvenues avec nous, autant aussi pour les événements. Puis pour s'inscrire, pour s'impliquer plutôt, vous pouvez soit communiquer avec nous par téléphone, courriel, Facebook également. Bien, bonne activité. Merci beaucoup. Une activité pour les nouveaux papas aura lieu le 6 avril prochain. Gisèle Breton, qui est éducatrice périnatale au sein de la Maison de la famille MRC Bonaventure, nous en parle. Ici, dans la Maison de la famille de Bonaventure, il y a une belle nouveauté, mais pour les papas. Oui. C'est une nouvelle ressource, en fait, qu'on a créée, puis qui va être en développement. Ça s'appelle le repère. Le repère se veut un espace pour permettre aux papas de se rassembler puis d'échanger entre eux sur leur réalité entourant la naissance. Donc, c'est-à-dire que ce soit en lien avec la grossesse, avec la naissance ou avec le postnatal. Fait que ça peut être autant pour des premiers papas que des deuxièmes, troisièmes. Il y a les défis là-dedans qui vont ressortir, les joies aussi d'être papa. Et puis cet espace-là, il y a beaucoup de choses qui se passent pour les mamans à la Maison de la famille, puis vraiment de plus en plus, c'était nommé, c'est un besoin qui était nommé même des papas. Et puis particulièrement suite à un atelier qu'on appelle pour l'apaisement des naissances, eh bien les papas aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de cet espace-là d'échange, que ce soit pour le premier ou que ça a été plus difficile avant, pendant, après. Un endroit où est-ce qu'ils peuvent rencontrer d'autres papas qui ont vécu des choses similaires, qui ça peut légitimer leur vécu, s'outiller, s'offrir plein de trucs, d'outils. Là. Fait qu'on est très heureux de cette nouvelle ressource-là. Fait que ça va être une activité d'information puis d'échange. Plus d'échange. C'est un espace d'échange, le repère, là. Puis on l'a appelé comme ça, en fait, parce que quand on devient papa ou maman, pour la première fois, on perd tous nos repères. Souvent, on part d'une étape où est-ce qu'on était très libre dans notre vie. Et puis là, tout à coup, du jour au lendemain, il y a un petit bébé qui dépend de nous à 100%, 24 heures sur 24. Quand même, ça amène des défis. Et puis, là, c'est un espace spécifique pour les papas, entre papas. Ça va être co-animé quand même, parce qu'il va y avoir Yves Arbeau, là, qui est un papa qui a un garçon de 7 ans maintenant. Lui, il aurait aimé ça, avoir cet espace-là quand il a eu son fils. Et puis, il a décidé de donner au suivant puis de venir offrir cet espace-là avec moi comme personne ressource en péri. Fait que c'est vraiment un espace de parole, un espace pour échanger et pour que les papas puissent se réseauter aussi entre eux, se soutenir dans cette aventure parentale-là. Puis là, la toute première, ça va être le jeudi, le 6 avril. Oui, voilà. Donc, possibilité d'avoir 3 rencontres par saison, je dirais, là, mais on commence avec une. C'est une première, et puis on va les entendre, on veut les entendre, on veut voir les besoins, on veut voir les défis, on veut voir si, est-ce qu'on répond aux besoins des pères en périnatalité? Fait que ça, il faut qu'ils viennent nous le dire pour qu'on puisse en tenir compte. Et puis après ça, il y aura une suite, là, une possibilité de 2 autres rencontres, une en mai puis une en juin aussi, si c'est le désir des papas de poursuivre. Là, sûrement, il faut que les gens qui sont intéressés qui s'inscrivent d'avance. Oui, tout à fait. Alors, soit qu'ils peuvent appeler à la Maison de la famille, 418-534-4449, ou par courriel aussi au MDF périnatalité@gmail.com. Alors, on peut s'inscrire de 2 façons. Et puis, l'espace, ça sera au local, un espace plus ouvert aussi. Là, c'est là qu'on va se rejoindre pour notre première rencontre. Y a-t-il des coûts reliés à ça? Non, c'est gratuit. Effectivement, on a eu des subventions là, qui nous permettent de plus en plus de pouvoir offrir des choses spécifiquement pour les pères. Fait qu'on en est très heureux. Les papas, à vous autres d'en profiter. Nous autres, on va être très heureux de vous accueillir. Petite inquiétude de la part de certaines citoyennes et citoyens au niveau de la voie ferrée. M. Éric Dubé, le préfet de la MRC Bonaventure, tenait à rassurer la population lors de la dernière séance du Conseil des maires.
On va vous faire parvenir à chaque municipalité, ceux qui ont des petits journaux qui pourraient mettre l'information. Ça va venir de la Société de chemin de fer. Depuis l'automne dernier, j'ai été interpellé, je vous dirais quasiment à tous les semaines, puis pas juste par des citoyens de New Richmond, sur le fait que quand vous passez à New Richmond avant d'arriver au rond-point, au viaduc chez Francis, il y en a qui voient des wagons de stationner sur le viaduc. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Je tiens à rassurer la population, il n'y a aucun danger. C'est des wagons vides qui sont stationnés là. Il y a 2 voies d'évitement. Il y a 3 voies de large de chemin de fer qui passent sur ce viaduc-là. C'est sécuritaire, ça respecte toutes les normes de sécurité. Il pourrait tout être chargé, puis il n'y aurait pas de danger. Mais c'est surprenant, mais ça inquiète beaucoup de gens. À quasiment tous les semaines, il y a des gens qui appellent à la ville de New Richmond. Et aujourd'hui, j'ai reçu un téléphone d'une madame de Passepébiac qui va travailler à l'hôpital, qui passe là, puis qui, là, elle se disait, bien là, je suis obligée de faire le détour par chez Francis. Elle dit, j'ai peur de passer en dessous du viaduc. Je tiens à rassurer les gens. On va vous envoyer des informations que vous pourrez faire circuler dans vos municipalités. Parce qu'à un moment donné, je me dis, ça va arrêter, mais ça ne slack pas. Je pense que ça rend les gens insécures. Fait que je tiens à rassurer les gens qu'il n'y a aucun danger à passer en dessous du viaduc ferroviaire à New Richmond avant d'arriver au rond-point. Votre télévision communautaire Télévague est en pleine période de membership. Notre collègue Véronique vous en parle. Hé, Véronique, on est-tu déjà en période de renouvellement puis d'adhésion pour les membres? Ben oui, justement, on est dans la période de l'année pour adhérer à la télévision communautaire en devenant soit membre individu, organisme ou comme entreprise. Et le soutien des membres est très important parce que le nombre de membres indique si la télévision communautaire représente son milieu et si la communauté la supporte dans ses efforts pour donner la parole à l'ensemble de la communauté. Donc, plus il y a de membres, plus la télévision communautaire a la chance de défendre ses dossiers de financement. Donc, c'est simple. Pour devenir membre, vous pouvez remplir le formulaire qui se trouve sur le site Internet à télévague.com ou me téléphoner à moi directement au 418-852-6558 et demander pour Véronique. Bien, je pense que je ne te l'avais pas encore payé, mais je peux te payer ça une minute. Il n'y a pas de problème. Et voici votre chronique Rendez-vous. Convocation à l'Assemblée générale annuelle de votre Caisse populaire des Jardins du Centre-Sud gaspésien le 3 avril 2023 à 18h30. L'AGA sera disponible via Accéder. Bienvenue à tous. Activité pour les enfants le 6 avril pour Fête de Pâques au Centre communautaire de Hopetown. Souper à 17h suivi d'activités pour les 13 ans et moins. Bienvenue à tous. WIS militaire, vendredi le 7 avril à 20h au club des 50 ans et plus de Chandler au profit de Diabète Pabot. Faites vos tables. Bienvenue à tous. Pour information, Monique au 418-385-2333 ou au 418-616-1715. Tournoi de cribs samedi le 15 avril à 13h au centre communautaire de Hopetown. Venez avec votre partenaire. Les enregistrements doivent être faits avant jeudi le 13 avril. Pour information, Linda au 418-751-4398 ou Joanne au 418-752-4968. Vous pouvez nous faire part de vos activités en communiquant à Télévague par courriel au courrier à commercialtélévague.com, par télécopieur au 418-752-6559 ou par téléphone au 418-752-6558. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 2 avril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!